Salut et bienvenue encore une fois à votre rando-rencontre. Ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec et Compostelle. Notre rando-rencontre aujourd'hui, on va parler avec Jules et Micheline qui vont nous faire sortir un peu des sentiers battus, parce qu'on va aller marcher la version japonaise de Compostelle. On va se parler de ça un petit peu plus tard. Donc, rando-rencontre, c'est un 30 minutes que vous regardez, soit en direct, les lundis à compter de 12h15 sur Facebook, sur le profil Pascal Auger, que vous pouvez également revoir en rediffusion sur Facebook, YouTube, mais également sur les radios traditionnelles comme CKVL Verdun, également CILE-FM Havre-Saint-Pierre, ainsi que CKJ à Lebel sur Quévillon. Donc, on prend une trentaine de minutes, on échange sur la randonnée. On va se parler autant d'informations, préparation, le matériel, les différents chemins. Parce que quand on parle de chemin, généralement, on parle des circuits québécois. Il y en a une vingtaine. On parle également des chemins de Compostelle et du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et dans notre cas aujourd'hui, même à l'extérieur, il se passe d'autres choses également à travers la planète, toujours dans le même esprit. Et c'est ce qu'on va faire donc aujourd'hui. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions, vos idées, même que si vous connaissez des gens qui seraient intéressants à avoir en entrevue ici ou vous-même, partout à travers la planète. Si vous êtes auteur, hébergeur, passionné, je dis ça parce que dans les prochaines semaines, on va même avoir un auteur d'un roman à Cap-Vert, tout près de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique, qu'on va avoir comme invité. Donc, si vous avez d'autres gens comme ça que vous aimeriez qu'on ait, ça me fera plaisir de les avoir. Si vous avez des questions également, mais en tout temps, vous pouvez me rejoindre par Facebook, également Messenger, aussi par courriel. Donc, nos invités cette semaine. Cette semaine, on est avec une expérience un peu différente à toutes les fois qu'on fait ces rando-rencontres. Généralement, on parle de marché au Québec ou encore marché Compostelle. C'est un peu à ça qu'on pense quand on pense à des marcheurs. Mais des fois, on sort un peu du cadre et là, c'est vraiment le cas avec Micheline et Jules. Merci d'avoir accepté l'invitation à vous deux. Vous deux, vous avez commencé votre expérience de randonnée assez solide, dans le sens que vous avez fait un long voyage. Vous avez décidé de partir en Asie pour un voyage particulier. Surtout à cette époque-là, quand vous êtes allé, c'était pas très connu. Mais avant de rentrer là-dedans, je veux que vous me décriviez un petit peu qui vous êtes. Là, j'imagine que vous êtes à la retraite. Oui, exactement. OK. Et dans votre autre vie, vous faisiez quoi? Moi, j'étais policière pour la ville de Montréal. Okay. Et puis, à un moment donné, on a décidé que telle date, on coupait, on passait à autre chose. Et comme travailler était quand même une partie bien importante de notre vie, nos enfants étaient partis, donc ça nous mobilisait beaucoup. On a pensé qu'on devait faire une expérience ou trouver une façon de tourner la page d'une façon radicale. OK. C'est ce qu'on a trouvé. Oui. OK, c'est bon. Et Jules, vous faisiez quoi? Moi, je suis prof de cégep au Vieux-Montréal. J'étais au département d'éducation spécialisée, alors toute la formation pour former des éducateurs qui travaillent avec des jeunes qui ont des troubles de comportement, autistes, déficiences intellectuelles et tout ça. Puis vous êtes... J'ai une expérience de vieux scout aussi. Une expérience de? De vieux scout. OK, wow, c'est bon, c'est pratique. Très longtemps, donc tout ce qui est randonnée, plein air et tout ça, là, c'est dans mes valeurs. C'est parfait. Vous avez encore l'air jeune, donc j'imagine que vous avez pris votre retraite jeune aussi. Oui, tout était relatif, là. Oui, Mais 60 ans. 60 ans. OK, parfait. Est-ce que, je pose la question comme ça, qu'il y a un lien puis qu'il n'y en a pas, là, mais quand vous avez pris votre retraite, est-ce que vous avez vécu une espèce de deuil ou vous avez sauté dans les airs puis en fait c'était fini? Tu sais, des fois, il y a une période de transition, là. Je pense qu'on commence par sauter dans les airs parce qu'on se dit on va avoir une longue période de vacances. Oui. Mais quand la période de vacances se termine, à un moment donné, on dit qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps-là? Oui. Il y a aussi une question quand on a aimé le travail qu'on faisait, les sentiments aussi d'utilité. Il faut trouver une façon de pouvoir se repérer ou se repositionner là-dedans. OK. Ouais. Je partage totalement, puis pour être honnête, parce qu'on a pris notre retraite en juin, là, il y a eu l'été, on est parti 3 mois. L'hiver suivant, ça a été un gros choc.
Et je te dirais, m'en parler pour moi, j'ai peut-être été 2 ans en deuil de mon OK. travail. OK. Parce que j'étais passionné de l'enseignement et on avait tous les deux un travail public. Mhm. On était toujours dans le public. Mm. Et on ne voulait pas aussi tomber dans le bénévolat à outrance Ouais. pour remplacer ça. Alors, on voulait que la vie, on voulait laisser aller la vie et tout ça. Puis la vie s'est chargée de nous amener 3 petits-enfants depuis ce temps-là. OK. Ça vous garde occupé, hein? Oui, Oui. c'est ça, ça a pris la place que ça Ouais. avait avant le travail. On se OK. fait utile et populaire. Ouais. Ben oui, ben c'est ça. Là, c'est bon, vous pouvez continuer vos métiers en tant que policière, tu sais, surveiller, puis enseignant aussi. Alors, c'est bien. Dites-moi, pendant que vous étiez vous étiez à votre travail et tout, vous étiez déjà de grands voyageurs, peut-être pas de la rando, là, mais vous étiez des voyageurs, vous vous êtes promenés un peu? Ça a toujours fait partie de plans qui étaient comme dans le futur. On n'a pas voyagé, on n'avait pas toujours l'opportunité de voyager chaque année. Mais pour nous, vacances, je voulais dire, on quitte. Parce que si on ne quitte pas, on fait toutes les petites tâches qu'on n'a pas faites durant l'année. Mhm. On retourne au travail, puis on n'a pas eu l'aération nécessaire pour faire une année supplémentaire. OK. Donc, on a fait, mais c'était L'Europe, plus on a fait l'Europe. l'Europe un peu. OK. On a fait l'Asie, mais c'est le seul voyage organisé qu'on OK. a fait. En Donc, Chine. en Chine pour voir un peu, puis finalement, ben, voir, est-ce que c'est tellement des paysans qu'on est complètement dépassé? En Ouais. Chine, il y a des obstacles, mais on va en parler. Au Japon, il y a vraiment moyen de moyenner. Là. OK. OK. Puis, La langue est un obstacle. oui, j'imagine, hein, c'est sûr. Puis quand vous avez décidé de partir pour cette aventure, on va parler là, de ce voyage des 88 temples. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà commencé à penser pendant que vous étiez au travail, avant la retraite, hein? 2 ans avant. OK. Pendant 2 ans, on a travaillé, fouillé, documenté. Michel avait commencé des cours de japonais. Ah oui? Ça a été difficile. Là. Il y a eu Ouais. du fait parce que c'était difficile, puis c'est pas ça qu'elle voulait. Ouais. OK. Alors, on a vraiment commencé à se documenter. Puis, on a une amie qui, son frère est marié avec une japonaise, on l'a rencontrée. Là, on s'est vraiment préparé beaucoup. Puis, l'auteur du livre, David Morton, qui est là-bas, on a communiqué avec lui, on a même rencontré au Japon, tout ça. Alors, on était vraiment dans une démarche active, là, OK. plus un entraînement physique, bien entendu, là, Ouais. les mois précédents, là, marcher sac à dos, Ouais. sur le bord du canal de la Chine, entre autres, là, Oui, oui, oui. puis s'entraîner physiquement. Puis, donc, vous avez fait le voyage des 88 temples au Japon en quelle année? 2013, automne 2013. OK, 2013. Septembre à décembre. La première question qui me vient en tête, je ne sais pas si ça devrait être ben, ça en fait quelques-unes que je pose, là, mais une question qui me vient en tête très souvent, puis c'est pas une mauvaise question, là, puis il n'y a pas de mauvaise réponse, mais très souvent quand les gens pensent retraite, pause, etc., ils pensent Compostelle. Vous, pourquoi ça n'a pas été Compostelle et ça a été les 88 temples? Parce que je vais parler pour moi. D'abord, on était allé en Espagne. On n'avait pas fait, mais on est allé à Saint-Jacques, on est allé à Finistère, mais en voiture, on avait rencontré des pèlerins, tout ça. Et moi, ce que j'avais trouvé, c'est que j'avais l'impression de me retrouver sur l'autoroute métropolitaine avec OK. beaucoup de gens. OK. Tandis qu'au Japon, en fait, oui, il y a beaucoup de gens. Je pense que les estimations sont toujours difficiles parce que, on va en parler tantôt, c'est très informel comme organisation, même si ça fonctionne très bien. Puis finalement, là-bas, il y a beaucoup de gens, mais c'est beaucoup de gens qui font des pèlerinages, comme on voyait au Québec, un autobus de personnes Ouais. qui débarque quelque part dans un temple, qui fait quelques temples durant le week-end, puis qui font ça partiellement. Mais des marcheurs, il y en avait beaucoup moins. Fait qu'on OK. on souhaitait ne pas se retrouver les dortoirs à 300, puis des choses comme moi, OK. ça me tentait pas. Puis ça, ce qu'on lisait, parce que entre ce qu'on a lu, ce qu'on a trouvé là-bas, il y avait il y a eu beaucoup d'écarts. OK. Alors, moi, c'était un peu ça. Oui, OK. c'est ça. Vu qu'on est allé en Espagne, on voulait un dépaysement encore plus grand. Puis l'Asie nous attirait un peu. OK. Alors,
Mais ça a été une décision. On y a pensé beaucoup. Puis il y avait une dimension, on n'est pas bouddhiste, mais il y avait les 88 temples, il y a une saveur spirituelle, on veut dire. Ça nous attirait aussi un peu. Alors, on a plongé, puis à la gloire de Dieu. Malgré qu'il y a des gens qui, j'entends le côté spirituel, là, mais les gens qu'on connaît qui ont fait Compostelle, cette spiritualité-là, même pour des gens qui ne sont pas croyants, elle s'installe quand on marche aussi longtemps que ça. Oui, il y en a qui l'appellent la spiritualité, mais en tout cas, il se passe quelque chose, une transformation, un ressourcement, en tout cas, à l'intérieur de nous, quand on fait, évidemment, ne serait-ce qu'une longue randonnée d'une semaine ou deux, il se passe quelque chose, hein? On a le temps de réfléchir, de nettoyer, puis il y en a qui vont appeler ça de la spiritualité, ou peu importe, ils l'appellent comme ils veulent, mais effectivement, il se passe quelque chose. Donc vous, quand vous avez passé en voiture dans le coin, vous avez vu beaucoup de gens, peut-être que vous avez traversé un chemin, parce qu'effectivement, à Compostelle, il y a plusieurs chemins qui mènent vers Compostelle, dont le plus fréquenté qui est le Camino Frances. C'est peut-être ça qui vous a déplu un peu, alors que là, vous vouliez être un petit peu plus en retrait. Ben, allez-y. Écoutez, je ne saurais même pas quelle question vous commencez à vous poser. Parlez-moi un peu de votre expérience des 88 ans. Il s'appelle comment exactement, ce chemin-là? Le chemin de Shikoku. OK. Asashi, regardez. Montez-le un petit peu. Voilà. OK. Donc, le Shikoku au Japon. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu? Vous revenez avec quoi de ce chemin-là? Je vous dirais que ce qui est particulier, c'est malgré des obstacles, entre autres, l'île sur laquelle se passe le pèlerinage, c'est une île qui est fermée, qui est, je vous dirais, peut-être une 50aine d'années en arrière. Quand on regarde les paysans, tout ça, on a vu des instruments agricoles qui datent des gens qui travaillaient d'une façon très ancienne. Mais c'est d'une façon générale, le Japon qu'on a vécu, les gens ne parlent pas anglais. Ils apprennent l'anglais comme nous, on apprend l'anglais, hein? Mais un japonais, la mentalité japonaise, c'est très difficile de se tromper, de faire une erreur. Donc, c'est impossible d'apprendre une seconde langue comme ça. Et au Japon, en tout cas, sur l'île, il n'y en a pas d'anglais. Il n'y a pas de film en anglais, il n'y a pas de musique en anglais. Si vous ouvrez la télé, vous allez voir du sumo, du baseball, des téléromans, tout est en japonais. Donc, quand nous, on est arrivés, puis à l'époque aussi, même si ça fait seulement 5 ans, le moyen le plus efficace de communiquer qu'on a trouvé, c'est la tablette. D'abord, on a réussi à avoir une connexion avec la tablette, puis des translators qui, un peu comme quand on voit anglais-français des fois, c'est ça, mais on s'est aperçu que c'est possible de communiquer avec les gens quand... Donc, la communication, la langue, c'est un défi rendu là-bas pour le faire, quoi que vous avez passé à travers. Donc, le chemin, c'est 1200 km, c'est ça? Puis, le principe est de le faire à pied. Il y en a qui le font en autobus, on me dit tantôt, comme Compostelle hier, on peut le faire en autobus aussi, là. Et vous marchez donc ces 1200 km-là et à chaque jour, vous pouvez vous retrouver à 1 ou 2 ou 3 temples. Et une journée, ça se peut que vous n'ayez pas de temple du tout, mais vous marchez, c'est ça votre chemin finalement, là. C'est ça. Puis le défi, c'est peut-être qu'on a rencontré des gens qui ont fait Compostelle et à Shikoku, c'est de les gîtes. Parce que les gîtes, il faut les réserver, tout se passe en japonais. Et puis, ils ne sont pas aussi... la période où on l'a fait, c'était plus une période une fin de saison. Donc, il y avait des gîtes de fermés. Alors, avec le livre, on trouve des gîtes, on demande à notre hôte de ce soir de nous réserver le gîte de demain. Et puis, c'est comme ça qu'on fait les 1200 km. Puis, une journée pour faire un temple. Une journée, on peut en faire 5. Puis, sur le chemin, est-ce que vous dites que vous étiez à une fin de saison? Est-ce qu'il y avait quand même beaucoup d'autres marcheurs? Je comprends que c'est peut-être moins que certains endroits à Compostelle, mais c'était quoi la fréquentation d'une journée? C'était à quelle période que vous étiez? Nous, en septembre, tu vois, on a compris là-bas que de septembre à décembre, c'est à un moment donné la fin de saison, c'est qu'il y a des épisodes qui ferment parce qu'il y a moins d'achalandage.
Parce qu'il faut comprendre qu'il disait dans un des articles, là, en tout cas, là, plusieurs années, il y avait au-delà de 100 000, 154 000 pèlerins, mais là-dessus, il y en avait seulement 10 qui marchaient. OK. Les autres, c'est des groupes organisés. OK. Alors, écoute, des pèlerins sur la route, là, des fois, on pouvait passer une journée sans en voir. Puis, des fois, tu en rencontrais un, le soir au gîte, tu peux en rencontrer quelques-uns. Puis, des étrangers comme nous, là, pendant les 2 mois qu'on a, 50 quelques jours qu'on a marché, on a peut-être vu 10, peut-être. OK. Sur tout ce qu'on a pu voir. Puis c'est une fin de saison, donc c'est l'hiver s'en vient, il commence à faire froid. Puis c'est la période des typhons. À l'automne, c'est les typhons. Fait qu'à un moment donné, tu te fais mouiller un peu. Puis à un moment donné, on a dû arrêter parce qu'aux nouvelles, tu apprends à écouter la météo à télé en japonais, à décoder la température. C'est super important quand tu es dehors. Ouais. Et puis à un moment donné, ben, tu te dis, ah, là, je bouge pas ou j'écoute ma journée parce qu'il annonce. Ouais. Puis les gens du gîte, ils t'expliquent avec des signes. Parce que comme on dit, tout est en japonais. Fait qu'on avait tout préparé, des petites phrases en lexique, toutes faites d'avance, pour des fois montrer au monde qu'on voulait faire réserver, tout ça. C'est un obstacle, la langue, comme la communication, c'est pas juste avec des mots. Hein, on peut communiquer avec plein d'autres moyens. Ouais. Et ce qu'on s'était dit aussi avant de partir, parce qu'on savait que la langue et les écrits, parce que partout, des fois, on cherchait même des fois d'un gîte, puis on était devant, puis on ne savait même pas, parce qu'il y avait une petite pancarte écrite en japonais, et nous, tu sais, s'il n'y a pas de numéro de porte, puis tu es d'un petit village, tu arrives du monde, et là, il te l'indique tout ça. Oui, OK. Mais on s'était dit comme règle d'or en partant, que c'est sûr qu'on était pour rencontrer des difficultés, c'était certain à cause de la langue et à cause de la route, parce que c'est une route montagneuse, c'est une île volcanique, beaucoup de côtes, de montagnes, tu montes continuellement. Mais on s'était dit que c'était pas des problèmes, que c'était des défis qu'on était pour faire face. Et ça, pour nous, c'était positif, un défi. Et progressivement, en visitant 88 temples, comme on disait tantôt, il y a comme un petit côté spirituel. Puis on pourrait t'expliquer aussi qu'est-ce qu'on faisait à chacun des temples. Puis là, à un moment donné, on disait que c'était Kukai parce que le pèlerinage est dédié à un moine bouddhiste qui s'appelle Kukai. Et puis Kukai, on se disait, ben, c'est lui qui nous met des épreuves sur la route. Aujourd'hui, Kukai, il veut nous dire de quoi? Il veut nous faire vivre de quoi? Comment ça se fait que là, on est perdu, on est mêlé, on ne le sait pas. On tournait ça à la blague en disant, hey Kukai, tu nous amènes dur aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis on cherchait des solutions. C'était pas un problème, là. On va être perdu dans la forêt, là. On a manqué une flèche. Mais on se disait, OK, il se passe de quoi ici, là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça reste que, pourquoi ces 88 temples-là sur une île qui en compte 200 quelques, je sais pas combien, c'est que ce maître-là a une histoire avec chacun de ces endroits-là. Donc, les temples ont été mis là pour un peu le célébrer. Et puis les gens vont l'adorer ou vont se recueillir à chacun dans cet ordre-là. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'ordre. Je vais te montrer Kukai, ce petit bonhomme-là. Ouais. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de costume, même si on va t'en montrer un. Il n'y a pas de costume, il n'y a pas d'ordre. Quand on arrive au temple, on est tenu au respect, hein? Mais on n'est pas obligé de faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois, c'est ce qu'on portait. OK. Un genre de un kimono, oui. Pas obligé, mais les marcheurs qui portent ça s'identifient pour le public. Là, on est des pèlerins qui sont sur la route. Ah, vous portiez ça à chaque jour quand vous marchiez, là? Oui, sauf un kimono. Wow. Un petit peu. Fait qu'elle enlevait, mais moi, tous les jours, je portais mon kimono. Est-ce que c'est en mérino, ça? Parce que ça doit être chaud. C'est quoi? C'est du coton? Non, c'est tout. Même, on va montrer le bâton. Le bâton, moi, j'avais des doutes. OK, vous aviez un bâton du marcheur également, là. OK. Ouais. Comme un bâton de hockey, j'étais certaine pour faire des ampoules là-dessus. Et honnêtement, je n'ai pas... Avec une cloche, puis la cloche représente Kukai. OK. C'est pas pour éloigner les ours, là.
Non, tu peux t'annoncer aussi, là. Oui. Pas d'ours, mais il y a des sangliers, par exemple. OK, d'accord. Il faut t'annoncer, mais c'est aussi la symbolique que Koukaï est avec toi à chacun Ah, des OK. pas. OK. C'est tout une symbolique auquel tu peux adhérer, mais Oui. aucune obligation. C'est ça. OK, c'est bon. Eh, écoutez, le temps file tellement vite. Il nous reste à peine 2 minutes là, ensemble. Là. Dites-moi, qu'est-ce que je vous ai pas posé? Qu'est-ce qui est important de partager avec les gens en à peine quelques minutes? Là? Euh, Ben, ça se fait un pas à la fois, mais oui, ça doit être la même chose pour. Puis on est, en tout cas, à l'époque, on était très appréciés comme étrangers. On OK. était très ah oui. accompagnés parce que les siphons, ce qu'on mange, il y a des choses auxquelles la bouffe dans les gîtes. Ah oui, rapidement, dites-moi, c'était quoi le budget, genre, pour votre voyage? Combien d'argent par jour ça prend pour faire ce voyage-là? Ben, écoute, là, 5 ans, nous, ça nous coûtait 125 par jour. Pour deux. Pour deux, logement OK. et bouffe, les OK. 3 repas. C'est quand même bien, là. Sont messes. C'est sûr que là-bas, dans les gîtes, c'est une île. Les Japonais aiment le poisson. Alors, sur les 50 quelques jours de marche, on a dû en manger du poisson pendant 40 quelques jours. Vous en avez mangé pour toutes les fois dans votre vie, vous auriez dû en manger, puis vous n'en avez pas mangé, c'est ça? Et le poisson Fait, était cru. fait que vous revenez de là-bas très en santé. Ah oui, oui. Il faut aimer le poisson. Si Ouais. tu n'aimes pas le poisson, Ouais. dans les gîtes et le lit, t'es faite. T'es faite. OK. Tu vas mourir là. Par contre, il y a des gens vegans qu'on a connus qui l'ont Ouais. fait. Ils sont très bien débrouillés OK. et tout ça. J'ai l'impression qu'on pourrait parler encore longuement là-dessus, mais faut qu'on se limite à un moment donné. Dites-moi en terminant, vous recommandez donc aux gens de vivre cette expérience, hein? Ah, 100 000 Ça OK. fait. Puis maintenant aussi, avec le temps, c'est développé des outils GPS Oui. qui facilitent. Oui. En tout cas, quand on parlait de pâtes tantôt, de sperme et tout ça, c'est sûr que ça facilite de ce côté-là. Et puis, le Japon, en tout cas, développe de plus en plus. Puis il y a de plus en plus d'étrangers. Donc, les services s'adaptent en conséquence. OK. Jules et Micheline, ben c'est le temps qu'on a. Je sais que vous donnez des conférences occasionnellement également, si jamais on veut en savoir davantage. Puis là, on peut s'étirer, mais au moins, on a donné un avant-goût. Merci beaucoup d'avoir participé à cette expérience avec nous. Merci, Pascal. Porte-toi bien. Bye bye. À cette période-ci, maintenant, on va parler préparation. Très souvent, quand je suis en kiosque, en conférence, on me pose cette fameuse question, Pascal, comment je me prépare pour aller faire une randonnée pédestre de longue durée, aller marcher au Québec, Compostelle ou encore aller marcher au Japon ou ailleurs? Vous savez, c'est vraiment pas compliqué au départ, hein? C'est de la marche. Vous marchez depuis généralement que vous avez 1 an, 2 ans, alors ça revient tout simplement à ça, sauf que c'est un petit peu plus intense. Mais quand même, il ne faut pas voir ça comme étant trop gros. On se sous-estime très souvent. C'est pas parce que je vous dis que vous allez marcher 20, 25, peut-être 15 kilomètres à chaque jour pendant 1 mois, pendant 2 mois, que c'est la fin du monde. Au contraire, cessez de vous sous-estimer. Cessez de vous imaginer que ça prend du courage pour faire ça. Je vois ça souvent des fois. Ah, quel courage! Non, non! C'est juste de la volonté, de la détermination, finalement. Alors, première chose, vraiment la chose la plus importante, si vous doutez de vous, ben, hein, vous connaissez vous-même, votre corps. La première chose, dans le fond, c'est d'aller voir son médecin, surtout si on a des petites particularités de santé, etc. Allez voir vos professionnels de la santé, donc votre médecin, peut-être même votre physiothérapeute, pour vous assurer que vous êtes bien. Et sinon, ils pourront peut-être vous donner, si vraiment vous partez d'un petit peu plus loin, un entraînement supplémentaire pour commencer à vous mettre du bon pied. C'est le cas de dire. Sinon, généralement, la majorité des gens, c'est pas compliqué. On est déjà supposé de marcher 10 000 pas par jour. Ça, c'est l'équivalent de 7 km. À tous les jours, dans votre journée, vous êtes supposé de faire ça par vos activités, vos déplacements. Et si jamais, avec un téléphone cellulaire, parce que ça existe là-dessus maintenant, on peut compter vos pas, ou un podomètre, vous voyez que vous n'atteignez pas, ben sur l'heure du dîner, après souper, allez faire justement ce qui vous manque pour être certain que vous faites vos 10 000 pas. Sinon, ben, vous êtes considéré comme étant sédentaire. Alors, vous faites ça tous les jours, dans la vie de tous les jours, vous êtes censé le faire. Maintenant, 3 semaines avant de partir, ben, vous allez augmenter ça
Hein, au lieu de 7 km, vous allez faire 10 km à tous les jours. 2 semaines avant de partir, ben, vous allez continuer de faire ces 10 km, mais en plus, vous allez vous ajouter 2-3 journées là-dedans de 15 km. Et la semaine avant de partir, donc une semaine avant de partir, ben, continuez à faire votre 7 à 10 km comme on devrait faire dans la vie de tous les jours. Mais en plus, offrez-vous 3 fois dans la semaine un 20 km. Donc, votre corps vraiment commence à s'habituer. On va le dégourdir un peu. Puis quand vous allez partir pour faire votre randonnée, bien, vous serez extrêmement bien. Des trucs comme ça, on en donne plein. Je vous invite en personne et en ligne à venir faire un tour, soit nos ateliers en ligne, donc des conférences et des formations. Des conférences, on vous donne toute l'information sur les différents circuits au Québec, les chemins de Compostelle, le chemin du Québec, et puis les formations. On vous dit vraiment comment vous préparer avec un bon sac à dos, le bon poids, la bonne grosseur, le bon matériel et surtout, on vous évite de gaspiller de l'argent. On n'est pas une boutique, hein? On n'est pas là pour vous vendre du matériel, on est là pour bien vous guider, pour faire en sorte que vous faites un voyage confortable et agréable. Donc, vous allez retrouver la majorité des dates, des activités sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez à l'onglet « Trouver votre atelier ». Vous voyez ici donc sur le site, vous allez retrouver là, le calendrier avec entre autres comme exemple le 12 décembre à compter de 14 h, c'est une conférence Québec-Compostelle en ligne. Le 15 décembre, c'est un magasinage de groupe en magasin. Le 16 décembre, un kiosque Québec-Compostelle à Brossard chez Decathlon et ainsi de suite. Vous aurez toutes les informations. Vous verrez également si on passe dans votre coin également pour vous offrir ces conférences. Sinon, vous pouvez les suivre en ligne. C'est ça qui est magnifique maintenant avec technologie. Peu importe où vous êtes à travers le Québec, peu importe où vous êtes à travers le monde, vous pouvez suivre le tout en ligne. Je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir le calendrier et vous allez voir ce que vous avez besoin comme formation pour pouvoir suivre le tout. Sinon, comme je le dis souvent, vous pouvez me rejoindre par Facebook, Messenger, courriel également. Alors, ça me fera plaisir de vous donner un coup de main là-dessus. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez donc le tout sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Québec Compostelle, ça marche.